Alors, bienvenue donc dans cette vidéo. Donc, on vient de voir jusqu'à la pyramide de Maslow, qui hiérarchise nos besoins, et donc on va poursuivre. Alors, dans cette partie de Jean-François Dortier, sur qu'est-ce que la motivation, vous avez vu, hein, son idée, c'est donc de partir du père fondateur de la psychologie US, donc William James, et de regarder un petit peu comment ça a évolué dans le temps. D'accord. Donc on a vu en Europe la psychanalyse, puis qu'est-ce qui a remplacé justement les premiers travaux de William James aux USA, c'était le behaviorisme, le comportementalisme, qui se veut être une science, hein, avec des expériences, etc. On reviendra dessus plus tard. Puis la théorie des besoins qui a donc été plébiscitée parce que il y a un besoin fondamental initial pour apprendre, hein. L'apprentissage est la clé du comportement humain, mais il y a un besoin, hein, l'apprentissage est lié à un besoin fondamental. Et donc la théorie des besoins, plein de théories, et celle-ci qui en fait en tout cas une hiérarchie. Voilà. Et donc on continue. Donc la psychologie humaniste, comme je vous ai dit, donc celle inventée, si on veut, par Maslow, a donné le développement personnel. Alors depuis les années 40, depuis Maslow, etc., il y a énormément de psychologie de la motivation. Euh, et donc tout s'accorde à dire que finalement, les salariés ne sont pas motivés uniquement par les récompenses matérielles ou la peur de la sanction, c'est-à-dire c'est pas la carotte et le bâton, contrairement un petit peu à ce que pensaient avant, hein, par exemple Pavlov, etc., où c'était le stimulus positif, le stimulus négatif qui est la source de nos apprentissages. Okay. Si vous lui donnez la croquette, il est content, c'est un renforcement positif. Si vous lui mettez une décharge électrique, il n'est pas content, c'est un renforcement négatif. Mais dans les deux cas, il fallait cette, bâton carotte, hein, pour avancer. Et ben maintenant, on s'accorde, hein, à dire que nous ne sommes pas seulement motivés par bâton carotte, sanction peur, hein, ou récompense. On a aussi besoin d'écoute, de reconnaissance, d'aspiration à l'autonomie, besoin de tâches créatives, on aime se fixer des défis. Et donc tout ça, ça vient justement de la psychologie humaniste et du développement personnel. Et donc si un salarié est dans de bonnes conditions, eh ben, il est prêt à se dépasser, à élever son niveau. Alors dans les années 70, il y a une nouvelle branche de la psychologie qui est créée, c'est la psychologie cognitive, et donc qui porte son attention sur la représentation consciente. Alors, ok, là c'est l'inverse de Freud cette fois-ci. Dans Freud, il nous disait, où il est ici. Freud, il nous disait que, eh bien justement, l'explication de nos conduites est cachée à notre conscience, hein, elle relève de notre inconscient. Eux, ils disent, bon, peu importe si c'est vrai, parce que nous, ce qu'on peut voir, c'est simplement notre conscience. On peut expliquer ce que notre conscience comprend. Et donc il s'agit d'analyser les buts conscients et les stratégies mentales en vue de la réalisation d'un objectif. Par exemple, donc dans l'étude de la motivation, il voit que si vous êtes motivé par devenir un grand sportif, d'accord, alors vous allez créer un plan d'organisation. Par exemple, acheter des chaussures de course, acheter les vêtements qui vont bien, vous inscrire à la salle de sport, suivre tel entraînement, etc. Et donc, nos buts, hein, créent toute une stratégie mentale autour d'eux, donc des plans de réalisation, des programmes d'action, etc., qui relèvent complètement du champ de la conscience. Et donc c'est ça, c'est ce à quoi la psychologie cognitive s'intéresse. Et donc évidemment, il y a eu des approches cognitives de la motivation. Donc en étudiant les plans d'action, on peut aussi voir le calcul des préférences, c'est-à-dire lorsque des buts à long terme et à court terme s'opposent, hein, comment est-ce que vous choisissez les préférences, etc. Ça met aussi en évidence l'étude du sentiment d'auto-efficacité, donc ça on va le voir juste après par un autre chercheur psychologue. L'analyse de nos envies et des émotions dans le processus de décision. Voilà donc pour l'approche cognitive, et là donc encore une fois c'est complètement inverse de Freud, c'est-à-dire que là c'est consciemment que les personnes expriment comment est-ce qu'elles ont fait leur plan, quand il y a un conflit entre deux objectifs, comment est-ce qu'elles résolvent ce conflit, etc. Et puis cette approche cognitive de la motivation a eu de très nombreuses applications dans le domaine du travail évidemment, dans le domaine des sports, mais aussi pour ce qui nous intéresse de l'éducation, de la consommation, etc., etc.
Et enfin, dernière théorie à laquelle on va s'intéresser pour cet article-là, encore une fois, donc c'est la théorie de l'autodétermination. Alors c'est très en lien avec ce que je viens de dire ici. Donc en fait, d'accord, il y avait les instincts, les pulsions, les besoins, les buts, hein, d'accord. Et la théorie de l'autodétermination, donc le TAD, portée par Deci et Ryan, fait la distinction entre deux types de motivation. Il y a la motivation intrinsèque, donc qui vient de nous-mêmes, et la motivation extrinsèque, qui vient de l'extérieur, si vous voulez. Et donc ils appellent ça aussi une motivation contrôlée, contrôlée par l'extérieur. Et donc nous aurions des mécanismes de self-control. Donc qu'est-ce que serait? Ce serait donc, par exemple, vous avez une opposition entre une envie à court terme, se jeter sur la plaquette de chocolat, avec des aspirations raisonnables, euh, faire le régime, ne pas prendre de poids, etc. Voilà, et donc il y aurait une guerre intérieure entre notre volonté et nos envies. Et donc ça c'est appelé motivation à court terme et à long terme. Motivation à court terme, ce serait nos envies, et une motivation à long terme, ce serait notre volonté. Et alors ces différences entre motivation intrinsèque et extrinsèque, eh bien, on les retrouve sous l'angle de l'étude neurobiologique, par exemple par Antonio Damasio. Donc, c'est le conflit qu'il y a entre le système limbique, qui est le siège de nos émotions, et le lobe frontal, qui est donc le siège de nos actions ou de l'autocontrôle. Donc, c'est vu par totalement une autre approche. Lui, c'est vraiment neurobiologique, donc physique. Alors, conclusion de ce premier article, le bilan des courses. Alors, on a vu qu'il y a plus de 100 théories de la motivation. On en a vu quelques-unes, mais on en a laissé tomber bien d'autres parce que ça fait long sinon. Il n'y a pas de modèle qui ait une vérité absolue, mais chaque modèle est à la fois partiel, puisqu'il ne s'intéresse qu'à une partie de la réalité, et partial parce qu'il y a des présupposés théoriques. Donc une partie de la réalité, par exemple, vous allez vous intéresser aux rêves, etc., avec l'analyse freudienne, ou au contraire, vous allez vous intéresser au plan d'action, etc., avec la psychologie humaniste, la psychologie cognitive, pardon, et partial parce que donc à chaque fois vous avez des présupposés théoriques qui sont complètement différents. Quel est votre moteur, quel est votre besoin fondamental, d'où est-ce que ça vient, où est-ce que vous avez une envie de vous réaliser principale, ou est-ce que vous avez est-ce que vous êtes soumis à des pulsions, etc. Donc quand même on peut se dire que nous ne sommes pas réductibles à quelques pulsions, telles que l'avait cru Freud dans son puisque lui, il y avait alors, quelques pulsions, l'autoconservation, et puis sinon, c'était Eros et Thanatos, mais qui se rapproche beaucoup de Karl Primbam, qui, c'était les 3 F, vous savez, food, fight, alors c'est fight, c'est pas faute, fight et fornication, c'est-à-dire on aurait 3 besoins primaires, la bouffe, se battre et la sexualité. Ça nous réduit quand même, hein. Et donc nous avons certes des besoins matériels qui sont peut-être proches de ceux-ci, mais nous avons aussi besoin de reconnaissance sociale, d'autonomie, etc. Voilà. Et donc on évolue quand même avec la psychologie humaniste. Alors, ces motivations, eh bien, il y a une intrication. Alors, par exemple, au départ, si on prend un exemple basique, le running. Au départ, je peux vouloir me mettre au running parce que je veux perdre du poids, je veux rester en forme, etc. Et donc, je me dis, allez hop, je m'achète des baskets et tous les jours, je vais courir un petit peu. Ok, donc ça, c'est la motivation initiale. Évidemment, ça demande un gros effort au début pour en faire une discipline, et donc il y a un fort taux d'abandon à ce niveau-là. Mais après, une fois que cette étape est passée et que ça devient une habitude, je vais m'entraîner non plus pour les mêmes motivations. Je ne vais pas m'entraîner parce que je veux perdre du poids, j'ai tout perdu de poids. Je ne vais pas m'entraîner parce que je veux rester en forme, je suis en forme, il n'y a pas de problème, d'accord. Je m'entraîne pour un nouveau, l'intrication des motivations, vous voyez là, ça s'est déplacé maintenant parce qu'il y a un plaisir physique. Les Américains appellent ça le flow ou high run, d'accord. Donc voilà, ça devient, le running devient la motivation, l'objet en soi. Ce n'est plus pour perdre du poids, mais c'est parce que ça me fait plaisir de faire du running. Si on veut, on peut faire ça avec une autre grille de lecture. On pourrait se dire, au départ, c'était une motivation extrinsèque. Le but, c'était de perdre du poids, et j'ai vu sur Internet que oui, faire du running, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc, ok, allons-y. Mais c'était pas vraiment ma passion. Et puis, c'est devenu une motivation intrinsèque parce que, par lui-même, l'activité de faire du running m'apporte de la joie, du bien-être, un plaisir physique, etc.
Et voilà, et donc ce serait passé d'extrinsèque à intrinsèque. Donc vous voyez que ces théories, hein, ce sont des grilles de lecture et que vous pouvez passer d'une théorie à l'autre, hein, et un même exemple peut être vu sous plusieurs angles et pas forcément contradictoire, plutôt complémentaire. Toujours dans cette chose-là, regardez, la pratique régulière d'une activité plaisante produit des phénomènes de dépendance mis à jour par la néobiologie, mais ça c'est aussi assez proche, hein, de ce que disaient les comportementalistes tels que Pavlov, c'est-à-dire il y a un renforcement positif. Si je fais une activité, au début ça me fait pas plaisir, mais qui me procure du plaisir, petit à petit je suis amené à ancrer cette, euh, cette activité, ok. Et voilà, et donc c'est par l'apprentissage, hein, ce renforcement positif, que je développerai mes comportements. Donc Hull, hein, disait toute expérience positive est un renforçateur de comportement. Donc alors je ne l'ai pas dit, donc vous voyez la photo de Carl Leonhard Hull, et donc c'est donc un psychologue behavioriste, hein, vous voyez les dates jusqu'à 1952. Behavioriste, c'est donc dans la lignée de Pavlov, etc., où behavioriste, hein, donc behavior, le comportement, hein, c'est comportementaliste, et donc le comportement est expliqué par, par l'apprentissage, d'accord. Et donc toujours dans le bilan des courses, alors nous avons donc des motivations qui peuvent être antagonistes avec des conflits entre elles, hein. J'ai envie de la plaquette de chocolat, mais j'ai aussi envie de ne pas prendre de poids, maigrir, etc. Mais toutes les motivations ne sont pas non plus antagonistes, hein. Il y en a qui peuvent être... Alors on peut croire que par exemple la faim et la satiété sont contraires l'un à l'autre, mais en fait c'est plutôt dans une relation cyclique, hein. C'est-à-dire que vous avez faim, vous prenez le repas, et puis vous êtes satisfait, vous avez plus faim, d'accord. Puis vous vous reposez, etc. Et puis au bout d'un certain temps, ben, on va de nouveau avoir faim, etc. Donc ils ne sont pas vraiment antagonistes, ils sont plutôt cycliques. De même, alors là c'est dans les forts, euh, c'est-à-dire une action, agir fortement, longtemps, enfin bref, à la fin vous êtes très fatigué, d'accord. Et donc la très grosse fatigue vous demande un très grand temps de repos, mais après un très grand temps de repos, on est aussi amené, enfin on a un besoin, si vous voulez, de nouveau à l'action, à agir, ok. Et ainsi de suite, ça peut donc s'enchaîner, ok. Les deux ne peuvent pas... repos et action, ça peut pas se passer en même temps, d'accord. Mais ça se succède comme ça, de manière cyclique. Ça peut en tout cas. Voilà, on a vu aussi qu'il y a un certain nombre de productions mentales, d'accord. Donc pour les freudiens, eh bien ce sont les rêves, les fantasmes, les idéalisations qui permettent d'accéder à nos motivations. Et pour les cognitifs, pour les psychologues cognitifs, ce sont plutôt des choses très matérielles telles que les anticipations, les planifications, les calculs stratégiques, etc., qui sont accessibles par la conscience, donc on peut les exprimer. D'accord. Et ça nous permettrait de voir un petit peu quelles sont nos motivations, hein, à faire des choses. Voilà, et enfin, on reconnaît tous que l'être humain a une capacité à transformer ses pulsions en désirs, des besoins en buts, et certains nous s'entendent en fantasmagorie débridée ou en programme d'action. Bref, nous ne sommes pas soumis complètement à nos pulsions, mais on peut le transformer, on a des moyens d'agir dessus par la conscience, par la réflexion, par l'expérience. Alors pour conclure sur cette vidéo qui présente, je vous rappelle, le premier article, hein, du bouquin, un petit récapitulatif. Donc initialement il y avait deux voies comme ceci. La première c'était la voie psychanalytique, où tout était expliqué en fait par la recherche du plaisir ou par les pulsions primitives qu'il fallait soit contrôler, soit mettre au monde, etc. Mais tout était donc lié aux pulsions primitives. À l'inverse quasiment de ça, c'était le behaviorisme avec le comportementalisme, où on disait non, non, les comportements sont expliqués par du renforcement, par de l'apprentissage, c'est de l'apprentissage, hein. Tel comportement a produit un effet positif, ben, il va être plus favorablement réutilisé que tel comportement qui a produit des effets négatifs. Et voilà, et donc ça c'était la version behaviorisme. Et entre les deux, c'est créé la psychologie humaniste, où c'est ni l'un ni l'autre, hein. L'être humain est capable d'autonomie, donc vous voyez qu'ici on était le jouet de nos désirs, ici on est le jouet de notre stimulation, etc., de notre apprentissage, voulu ou pas, hein, peut-être subi, l'apprentissage subi par le monde. Là non, on est drivé, on est
par notre besoin de réalisation, donc on est capable d'autonomie et de développement de son plein potentiel. Donc voilà pour le triptyque simplifié hein, des psychologies, des 3 branches de la psychologie différentes. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et donc on va se retrouver pour la suite du bouquin dans une prochaine vidéo.